Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On reçoit ce soir une jeune autrice. On va discuter avec elle de son regard et de son imagination et aussi comment, très tôt, elle s'est raconté ses histoires à elle. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum le Libou. J'allais dire, vous l'avez sorti de son berceau. Non, non, pas que. Ouais. Marine Delavergne, c'est une étudiante en droit, master de droit. Oui. Voilà, donc elle a repris ses études. Et puis, donc, elle écrit depuis très tôt. Alors, comment vous est venue cette envie d'écrire? C'est dans mon enfance, en fait, mes parents me racontaient des histoires avant de dormir. Et un jour, on grandit et les parents se disent, bah, elle n'a plus trop besoin de raconter des histoires. Sauf que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et donc, en apprenant à écrire, et ben, j'apprends à écrire mes propres histoires. Et comme j'ai une petite sœur, bah, c'était aussi le plaisir de lui faire lire et de lui raconter des histoires avant de dormir, ou même en plein jour d'ailleurs. Et donc, c'est venu comme ça et c'était surtout un loisir avant tout. Ben oui, puisque... Quelles étaient les histoires de vos parents? Alors, les histoires de mes parents, souvent, bah, mon père avait beaucoup d'imagination, comme il est éducateur spécialisé, il avait déjà l'habitude de raconter des histoires qu'il imaginait pour les jeunes. Et donc, bah, on avait un jeune à la maison à raconter des histoires aussi, il inventait des histoires comme ça. Après, j'ai lu les contes d'Anderson, les contes de Grimm, comme tous les enfants. Et puis, des petites histoires comme ça, qu'on me racontait de la famille, donc pareil. D'accord. Et sur la Réunion, quelles étaient les histoires de la Réunion? Pas beaucoup. J'ai eu des petites histoires sur Kala. C'est vrai que j'aimais beaucoup Kala. J'étais fascinée par Kala. Donc je posais beaucoup de questions et je croyais que le cri du margouillat, c'était le rire de Kala. Ah, Donc quand j'étais petite, c'est pas que ça me faisait peur, mais quand j'entendais, je cherchais, ah peut-être Kala est là. Et bon, bah, finalement non. Et donc voilà, ça vient un peu de là. Ah ouais, d'accord. d'où les sorcières qui arrivent dans Ah le... oui. Et Kala, pour moi, c'était... J'avais deux images de Kala. La mauvaise sorcière qui mange les enfants et l'autre sorcière des histoires. Bon, c'est une histoire orale, hein, on y a plusieurs versions, mais l'histoire de cette maman, cette esclave. Donc il y a une histoire peut-être un petit peu plus moins connue, mais belle aussi. Et son histoire d'amour avec Zélindor aussi Moins, je suis Ouais. moins dans la romance. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Oui. Et donc, en primaire, vous écrivez déjà Lotus. Oui. Voilà. Mais vous publiez pas, hein? Ah non, Non. non, C'est non. la première publication. Oui, c'est mon premier livre publié, qui à la base était plutôt un journal intime, donc c'était pas destiné à de la publication au départ. Mais ça ressemble pas à un journal intime quand on le lit, hein? Non, c'est vrai. Mais en fait, j'arrivais pas à écrire le journal intime comme les autres filles ou les autres garçons. Moi, j'avais besoin de passer par l'imaginaire, je me suis rendu compte. Donc, il y a des choses qui sont très personnelles, qui sont cachées sous des couches d'imaginaire parce que c'était plus facile pour moi de les exprimer comme ça que de les dire à l'oral. D'accord. Donc, premier livre, Sora l'archipel oublié. On peut le montrer, vous pouvez le Bien sûr. montrer. Voilà. Voilà, mieux lever un petit peu plus. Voilà. Voilà. On voit bien. Donc, Sora l'archipel oublié. Et C'est bien. Vous pouvez poser. premier écrit, et puis tout de suite nominé au prix flamboyant 2021 du livre. Alors, ça vous a fait quoi de tout de suite d'apprendre déjà cette nomination? J'étais très très étonnée parce que bah, effectivement je suis jeune et j'avais vraiment pris ça pour une aventure où j'allais apprendre l'univers du livre de l'autre côté de mon ordinateur. Parce qu'il y a la phase où on écrit, où on est tout seul dans sa bulle, et il y a la phase où il faut se confronter aux autres, se confronter à des lecteurs, se confronter à des éditeurs, se confronter à des libraires, à un public. Et c'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident. Donc, Sora, l'archipel oublié, raconte l'histoire de cette jeune fille qui se cherche et dont la grand-mère essaye de la guider en lui cachant au départ beaucoup de choses qu'elle va découvrir petit à petit en colère, ce qu'elle a, les dons de sa grand-mère, enfin, beaucoup de choses vont se dévoiler petit à petit.
Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi la relation grand-mère-petite-fille? Vous avez un peu tué la maman, le papa, enfin, vous avez essayé d'un peu de dégager tout le monde là et garder que ces deux noyaux forts, je veux Oui. dire, au départ. Alors ça va paraître étrange, mais il y a une de mes grand-mères que je n'ai pas connue. Mais quand j'étais petite, euh, c- elle n'était pas là, mais il y a des moments où je la sentais, j'avais besoin de la connaître, une curiosité de quelqu'un que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Et au fur et à mesure que je grandissais, on me disait que j'avais une bonne étoile et j'ai fini par me dire que c'était peut-être elle. Et donc, j'ai une espèce de relation spirituelle qui a grandi comme ça depuis que je suis petite avec cette personne que j'ai pas connue, mais qui a été bizarrement très importante dans ma vie. Et donc, Juste une question. Vous avez regardé Vaina, le dessin animé? Oui, Ça vous a... Vous avez pensé à ça? La relation qu'a cet enfant oui. avec sa grand-mère? aussi. Aussi. Aussi, c'est vrai que ça se rejoint. Il y a la relation avec la grand-mère que j'ai pas connue, la relation avec la grand-mère que j'ai connue, Mhm. que je connais encore, Dieu merci, et qui ressemble effectivement à ce lien que Vaiana a avec sa grand-mère qui a un caractère quand même imposant. Oui. Donc ma grand-mère qui est encore là, elle est comme ça c'est vrai. D'accord. Et donc, vous les transposez dans cet univers de fantasy. Oui. Voilà, alors expliquez-nous un peu ce que c'est que fantasy. Qu'est-ce que ça signifie? Alors fantasy, c'est quand on part de ce qu'on connaît et il y a un pont qu'on fait avec un monde imaginaire. Et moi, c'est ce pont-là qui était très important pour moi parce que quand j'étais petite, on me racontait des histoires et je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas les dragons, les sirènes. Alors on vous raconte des histoires, mais vous voyez pas ces belles choses qu'on vous fait imaginer. Donc forcément, vous êtes un petit peu frustré. Donc moi, je me suis expliqué ça quand j'étais petite, comme ça doit être un monde caché et pas tout le monde doit pouvoir y aller. Et donc j'ai commencé à l'imaginer et au fur et à mesure que j'ai grandi, l'univers il a grandi et le personnage a évolué aussi. C'est un paradoxe parce que généralement, c'est enfant que l'imagination est la plus débordante. Votre imagination déborde quand vous grandissez. Oui. Et je pense que, enfin, j'en fais encore des études de droit. Vous savez, le droit, ça recoupe des réalités assez dures parfois. Et je crois que j'avais besoin d'un monde imaginaire. monde imaginaire de temps en temps pour relâcher la pression, pour relâcher tout ce que j'apprenais. Parce que le droit, ça demande énormément de rigueur, alors que l'imaginaire, c'est énormément de liberté. Donc ça m'a beaucoup accompagnée. Je pense que plus j'entrais dans le monde adulte, plus j'en avais besoin en fait. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes à vraiment être dans ces histoires-là, à cultiver leur imaginaire, à rêver parce que ça nourrit de l'ambition et parfois on peut en avoir besoin pour avancer dans la vie. Oui. Et vous en lisez des fantaisies? Oui, j'en lis. Alors? Je lis moins maintenant parce que j'ai repris mes Bien études. Enfin, je lis du droit, mais je lis de tout. Mais ma dernière lecture, c'était du policier, bizarrement. Mais qui a un drôle de nom parce que ça s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Ouais, Alors qu'en fait, ça parle pas du tout d'occultisme, mais d'une tendance de la société française à la Belle Époque qui était un peu là-dedans, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'explications derrière. Oui. Alors, c'est la première fois, moi, que je vois comment elle va partir dans l'autre monde. Alors, elle part dans un rêve, jusqu'à là, ça reste classique, mais là où elle ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas et tout d'un coup, alors on voit, elle est dans ce monde-là de l'entre-deux, entre-deux mondes, j'ai envie de dire. Elle n'arrive pas à se réveiller et puis elle voit tous ces personnages qu'elle ne voit pas. Elle rêve, mais elle ne voit pas. Et ça, c'était bizarre comme passage à lire. Ah oui, au début. Au début, Oui, oui, parce que je ne veux pas révéler la fin. Il faut bien qu'ils y viennent. Oui, en fait, c'est un peu la phase d'hypnose où, en fait, sa part de magie étant cachée, étant enfermée, l'hypnose des forces qui veulent l'attraper, l'agresser, utilise l'hypnose pour essayer de l'amener vers eux, pour essayer de l'attirer, en fait. Et donc, c'est vrai que dans cette phase-là, elle est entre sa part de magie qui est là et qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne maîtrise pas,
et la part de réalité qui essaye de la voir d'une autre façon, en fait, finalement. Oui, Donc, oui. c'est vrai que c'est Donc, un autre quand on le diversité. lit, oui, on est un petit peu perdu. Oui. Vous l'avez déjà essayé, l'hypnose? Comment vous connaissez un peu ou pas? Je l'ai connu, mais après l'avoir écrit. Là, c'est vrai que c'était plus en lien avec des rêves que j'avais faits. Vous savez, il y a des moments où vous rêvez, et quand vous savez que vous avez rêvé seulement au moment où vous êtes réveillé. Et donc, c'est plus cette phase-là, cette phase de confusion où on se C'est ça. souvient qu'on a rêvé, mais en même temps, ça avait l'air tellement réel Oui, et on se que... dit, on a déjà vécu ça. oui, mais c'est où? bizarre. Et donc, Et, c'est plus ça. et puis le somnambulisme aussi, vous en Oui, parlez oui, oui. un petit peu. Ça aussi, vous connaissez ou vous avez fait Moi, des pe- recherches? Moi, personnellement, non. J'ai eu des amis plus jeunes qui avaient ça. Mais après, je sais pas si c'est resté. Mais voilà, c'est vraiment un condensé de plein de petites choses, hein. Sora, c'est plein de choses que j'ai entendues, des gens que j'ai fréquentés. Il y a plein de choses dedans. Alors, le choix des mages. Hmm. Parce que, bon, elles auront pu être des sorcières avec plein Oui. de dents, elles auront pu être des loups-garous, elles auront pu être, voilà. Vous choisissez de faire des mages qui ont des dons. Alors, expliquez-nous, mage, pour vous, ça signifie quoi? J'aimais bien le mot mage parce que j'avais l'impression que ça permettait de recouper toutes les notions de sorcier, de magicien, d'oracle, de divin, ça recoupait un peu tout. Je trouvais que c'était un mot assez synthétique, quoi. Donc, Oui, je qui trouvais permettait bien. de condenser des pouvoirs, parce que Voilà, elles sont puissantes. c'est ça. Elles sont Et- très puissantes. Et Oui. puis l'image des rois mages reste positive aussi. Aussi, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. J'avais une image des rois mages quand j'étais petite qui est peut-être pas celle Oui, que tu rêves, oui. qui aurait dû être celle-là, mais c'est vrai que moi je voyais les rois mages quand j'étais petite comme des magiciens qui sont venus déposer des dons. Et donc un peu comme dans La Belle au Bois dormant avec les fées qui déposent des Des dons au dons. berceau, quoi. Oui, les Donc trois. j'avais fait le lien comme ça et j'aimais bien le mot mage aussi. Il y a beaucoup de mots que je choisis parce que je les aime bien. Oui. Le grimoire, le miroir Oui, aussi, ce miroir qui sert de porte. oui. Voilà. J'aimais le personnage du chat aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il Marot. séduit ce chat, Marot, parce qu'il est pas... c'est pas un chat gentil, c'est pas un chat méchant, c'est un chat qui a sa façon de voir les choses. Elle est comme ça et pas autrement, en fait. Donc, il va pas faire vraiment de compromis. Il a un peu évolué, on le voit dès le début de l'histoire, parce qu'il il a été Tout obligé, petit, hein. mais c'est un chat qui a sa façon de voir les choses, et ça permet de réancrer un petit peu Isabelle quand elle est un peu dans son caractère Oui. d'adolescente. Hein. Les adolescents, on est un peu extrêmes. Mais voilà. Vous n'avez pas l'impression que quelque part vous rationalisez un petit peu l'imaginaire à votre façon d'être? C'est de faire. possible, c'est possible. J'avais peut-être besoin aussi que cet imaginaire-là soit réel. Exactement. C'est exactement ça. J'en avais envie, en tout cas. Mm. Je pense que j'en ai encore envie. C'est pour ça qu'il a une suite. Parce que la façon de dire, de parler, votre façon d'écrire, vous rendez vrai, vous rendez réel ce qui vient de l'imaginaire. Avec votre tranquillité, votre façon sereine de vous exprimer. C'est l'imaginaire, mais pour moi, c'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pourriez Un y peu- croire? Bah oui, bien sûr, si on vous regarde, C'est- on va y croire, parce que vous y croyez. Oui. Ne serait-ce que cette relation avec votre grand-mère, ce côté, ce lien, cette connexion spirituelle Ouais. dont vous parlez. Et comment douter de ce que vous venez de dire, de ce qu'elle vous apporte, de ce qu'elle a pu vous apporter. C'est irréel, entre guillemets, Oui, mais vous la rendez réelle. c'est vrai. Ouais. Mais enfin, je pense qu'au départ de tout ça, c'est surtout la notion de foi. Je crois que si on a foi, peu importe en quoi, hein, ça peut être la nature, ça peut être des forces, ça peut être invisible, ça peut être ce qu'on veut, mais je crois que ça nous aide aussi à avancer un petit peu, d'avoir foi en quelque chose. Et donc, Bien je pense sûr. que c'est ça qui est à la base de tout, finalement, pour moi. Oui. Alors, les yeux d'Isabelle. Ah, c'est Ah. quelque chose, ces yeux d'Isabelle. Hein. Oh là là, ça fait peur. Oui, les yeux d'Isabelle font peur. Alors, pourquoi le choix des yeux? Parce Bah- que, bon, il y a plein de choses qui peuvent faire peur, la main, la force, Oui. mais les yeux, Parce que je trouve que dans les yeux, il se passe beaucoup de choses. dans le regard. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux,
on peut voir un peu des émotions. Quand il parle, parfois le regard ne dit pas la même chose et je trouvais ça très fascinant quand j'étais plus jeune. C'est le miroir de l'âme pour vous? Exactement. Alors, quand on parle des yeux, on peut parler du corps. Le corps exprime quelque chose qui peut être différent des mots qui sortent de la bouche. Effectivement, je crois que là, si on prend le temps de regarder l'individu, et surtout dans les yeux, on voit ce qu'il peut ressentir vraiment, ce qu'il a envie de dire vraiment, par rapport à ce qu'il peut mentir, entre guillemets. Exactement. Ouais. Et j'aimais bien, en fait, faire un paradoxe entre le fait que ses yeux inspirent une espèce de peur, et en même temps elle soit un peu réservée, en fait, au début. Elle se connaît pas. Et quand on se connaît pas, on est un petit peu... on manque de confiance en soi, on fait des erreurs, on est maladroit. Et j'aimais bien ce décalage, parce que souvent, les gens s'arrêtent à une apparence, alors que derrière, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas de la personne qui est en face de nous. Et donc, c'est quelque chose que j'avais envie d'exprimer, parce que à l'adolescence, j'ai trouvé ça très frappant, vraiment frappant. Ouais. Et un conseil pour les adolescents qui pourront peut-être aimer et lire ce livre. Alors, c'est un peu l'histoire d'Isabelle, mais c'est un peu mon histoire aussi. C'est de leur dire que va y avoir des moments très difficiles dans la vie. Et parfois, ça va être très long. Mais c'est un moment, c'est pas une fin en soi. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Parfois, on s'en sort tout seul. Isabelle, il y a des moments où elle s'en sort toute seule. Et il y a des moments où on a une main tendue qui arrive de nulle part. Il faut la saisir. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. On a le droit de demander de l'aide aussi. Mais le tout, c'est que dans tous ces moments-là, c'est des moments à passer. C'est dur, mais il faut les passer et ça nous aide à grandir et à aller de l'avant. Oui, parce qu'on parle de votre génération comme des générations de micro-ondes qui veut tout de suite. C'est ce qu'on dit. Alors bon, c'est possible, oui. Moi, j'aime bien me dire que la vie, c'est une aventure. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait ça aussi jeune. C'est que je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre d'être à la retraite. C'est ce qu'on vous dit souvent. Il faut attendre d'être à la retraite pour faire ces choses-là. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de le faire maintenant. Je peux le faire maintenant. Si j'avais envie d'attendre, j'aurais attendu aussi. Mais le tout, c'est de ne pas attendre de vivre. C'est surtout ça. Oui, c'est une belle philosophie. Ne pas attendre, parfois, les premières années de la vie ressemblent plus à un chemin de croix pour certains. Et parfois, c'est dans la deuxième partie de la vie que le bon commence à venir et commence à... Je veux dire, quelqu'un qui va être amoureux à 40, 50 ans, qui va avoir des enfants à cet âge-là, qui va construire sa vie, c'est parce que c'est le moment pour eux qui se déclenche. C'est pour ça que je disais que parfois on ne sait pas. On croit que on a ce schéma de la vie. À 25 ans, on se marie. À 26 ans, à 27 ans, on a un enfant. Après 2 enfants, voilà, la vie commence là. Ça, c'est l'image qu'on a de la vie dont on a hérité de nos parents, de nos grands-parents. Et aujourd'hui, il y en a qui se marient à 40, 50 ans, qui ont des enfants à cet âge-là, ou qui n'ont pas d'enfants. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit « Non, moi, je veux pas d'enfant. » Oui. C'est-à-dire qu'ils sortent des schémas... C'est vrai. Ce sont des choix... Moi, mon éducation, mes parents et ma mère surtout, ils m'ont toujours appris, ils m'ont toujours dit « Tu fais ce que tu veux, ma fille, mais avant d'être avec quelqu'un, sois indépendante. D'abord, fais les choses pour toi. Sois indépendante, sois bien avec toi. Et après, si tu veux, tu seras avec quelqu'un. » Et c'est vrai qu'ils m'ont plus appris à grandir moi d'abord, avant d'aller vers toutes ces notions de mariage, d'enfants. Et de sortir des schémas, ces schémas sociétaux qu'on impose. Marie-toi. Avant, si on n'était pas marié avant 25 ans... Ah ben oui, c'était le chapeau de Catherine. Ouais. Oh là là, quelle honte ces chapeaux. C'était vieille fille. Être une vieille fille à 25 ans. Ah oui. Évidemment. Ah ouais, ça, c'est quelque chose. Hein. Et la suite, alors. Et la suite. Pour pas dévoiler tout, parce que sinon, si je rentre après dans les chapitres, on va commencer. Alors. La suite. Moi, j'ai prévu une trilogie. Oui. J'étais une grande fan des Batman de Nolan, donc, qui est une trilogie aussi, en film. Et j'aimais beaucoup l'aspect trilogie. Donc, ça va plutôt être sur le premier tome, on entre dans l'univers, je pose un peu les problématiques, on va dire. Le deuxième tome, ça va être des chroniques.
on n'est plus sur une aventure, on est vraiment au cœur de la Ah, quête, d'accord. avec d'autres révélations que j'aime bien mettre à la fin. Oui, oui, j'ai vu ça. Et le troisième, eh bien, ça va être la conclusion de tout ça, quoi. Donc, Comment se termine tout comment ça va se terminer et peut-être recommencer ou commencer Oui. d'une autre façon aussi. Oui, Parce que les une fins ne sont pas des fins en renaissance. soi, ça va Ouais, être un autre chemin. notre chemin. Vous avez commencé à écrire ou pas Ah oui, encore le tome 2 est presque prêt. Ah, d'accord. C'est bien Alors, avancé. on vous reverra avec plaisir pour le tome 2 sur ce plateau. Moi aussi. On aura, j'espère, d'autres éléments. En tout cas, merci Merci à pour vous. ce moment passé et pour cet ouvrage. Et bravo pour ce visage d'une génération qui essaye d'avancer et de changer les choses. Bravo à vous. Merci. Merci, Merci, également à Jasmine. Koussoum. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Merci François. Je vous dis à bientôt.